Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des rendez-vous de l'expertise avec une épineuse question au programme aujourd'hui. Justice en temps de guerre, comment préparer la paix? Nous allons passer un peu plus d'une heure ensemble pour aborder cette question. On va tourner autour de deux notions principalement, celle de justice pénale internationale mais aussi celle de justice transitionnelle. On va explorer ces territoires, comment mener la justice, faire avancer la justice en temps, mais aussi en territoire de guerre. On va faire tout cela avec des intervenants, des intervenantes de premier plan dans cette maison, certains connectés à distance aussi. Cette maison, c'est celle d'Expertise France, dont le directeur général, M. Jérémy Pellet, a souhaité nous adresser un mot d'introduction. On l'écoute. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'ouvrir les échanges de ce nouveau rendez-vous de l'expertise consacré à la justice en temps de guerre. Rendre la justice dans des circonstances de conflit armé, qu'il s'agisse d'agressions commises entre États ou de guerres civiles au sein de populations sur un territoire, représente un défi considérable. Comment maintenir l'accès à la justice et les missions essentielles du service public de la justice dans un territoire qui est sous le feu des bombes? Comment aller sur le terrain au contact des populations victimes pour recueillir leurs témoignages et documenter les exactions commises? En quoi la justice peut-elle également jouer un rôle dans le temps de la guerre et la préparation de la paix? La délivrance la semaine dernière par la Cour pénale internationale de mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, et contre Maria Lvova-Belova, la commissaire pour les droits de l'enfant, pour de présumés crimes de guerre liés à la déportation et au transfert illicite d'enfants ukrainiens en Russie, en est l'illustration et a d'ailleurs suscité de nombreuses interrogations. Parce que ces conflits n'épargnent aucun continent, il nous est apparu important de consacrer à ces questions une édition des rendez-vous de l'expertise pour mieux comprendre comment travaillent les différents acteurs mobilisés, magistrats, enquêteurs, organisations non gouvernementales, avocats, juristes. Quels sont leurs besoins et les défis auxquels ils sont confrontés? Comment peut-on les appuyer dans nos projets de coopération pour les aider à remplir leur mission? Voici autant de questions auxquelles nos experts vont tenter de répondre, par l'expérience qu'ils ont acquise au travers de leur action sur de nombreux pays, que ce soit au Cambodge, au Kosovo, en Gambie, en Colombie ou plus récemment en Ukraine. Merci à eux de nous faire partager leurs réflexions d'une très grande richesse et bon événement. Et merci à Jérémy Pellet d'avoir allumé le débat avec ces questions qui sont véritablement centrales dans cette conversation que nous allons avoir aujourd'hui. Les défis, il va en être question dans le cadre de l'exercice de cette justice pénale internationale. Et on va tout de suite regarder une brève vidéo qui justement fait le point sur certains des faits et des chiffres qui sont au cœur de cette justice pénale internationale. On se retrouve tout de suite après pour notre première table ronde. 123, c'est le nombre d'États qui acceptent l'autorité de la Cour pénale internationale sur les 193 États membres de l'ONU. Cette Cour spéciale, créée en 1998, a déjà traité 31 affaires de crimes contre le droit humanitaire international. Crimes contre l'humanité, génocide, crimes de guerre, crimes d'agression.
La Cour pénale internationale intervient lorsque les États ne sont pas en mesure ou n'ont pas la volonté de juger ces crimes. Les personnes suspectées de crimes de guerre doivent alors être extradées pour être jugées à La Haye, aux Pays-Bas. Mais la Cour pénale internationale ne peut pas, à elle seule, juger tous les responsables de ces exactions. Les derniers conflits en Afrique, en Asie ou en Amérique latine ont montré qu'il fallait mobiliser des acteurs locaux, nationaux et internationaux pour que cette justice soit possible. En Colombie, pour apaiser le pays, l'heure est à la réparation, après 50 ans de guerre civile avec les FARC. Pour faciliter la réconciliation entre les populations, la justice colombienne a développé des peines de réparation au profit de la collectivité. La justice transitionnelle s'instaure en parallèle et en complément d'un processus politique de réconciliation. Cette justice de réparation et de réinsertion, dont la Colombie est précurseur, pourrait-elle servir de modèle pour d'autres conflits à l'échelle mondiale ? Mais la justice en temps de guerre ou dans des démocraties fragiles, c'est aussi juger les affaires du quotidien, celles des conflits familiaux ou de propriété, de la lutte contre la délinquance ou du respect des lois. Et cette mission peut s'avérer difficile quand la situation politique n'est pas stable, que la corruption est présente ou que le personnel judiciaire est peu formé. Depuis 2017, Expertise France est engagée en Ukraine avec le soutien de l'Union européenne dans le cadre du projet PRAVO. Ce projet visait à l'amélioration du système judiciaire ukrainien en appuyant les réformes conduites par le ministère de la Justice et en luttant contre la corruption. Ce sont des clés pour développer à terme un système judiciaire proche des normes européennes en vue d'une adhésion à l'Union. Depuis le déclenchement de la guerre, Expertise France reste mobilisée aux côtés des acteurs de la justice ukrainienne, ministère de la Justice, magistrats, enquêteurs, professions judiciaires. Elle leur apporte un soutien logistique, matériel, des équipements de sécurité pour poursuivre leur mission et un appui technique grâce à la présence d'experts sur le terrain. Mais alors, comment recueillir des preuves et rendre justice dans le temps réel de la guerre ? Quant à l'après-guerre, la justice peut-elle avoir un rôle à remplir dans des processus de réconciliation ? Pour Expertise France et l'Agence française de développement, cette question est un enjeu majeur de développement durable. Et le défi est de taille. Il s'agit de maintenir, quels que soient les systèmes judiciaires ou les situations politiques, une justice indépendante et accessible à tous les citoyens. Allez, c'est parti pour notre première table ronde. Comment enquêter, juger et assurer la résilience de la justice en territoire de guerre. Je vais vous présenter bien évidemment nos experts et nos expertes. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez nous adresser vos remarques, vos questions via le chat de l'interface qui vous permet de vous connecter. Surtout, n'hésitez pas puisque nous prendrons certaines de vos remarques et certaines de vos questions en direct. Nicolas Guilloux, bonjour. Bonjour. Vous avez été chef de cabinet de la présidente du tribunal spécial pour le Liban et êtes actuellement juge aux chambres spécialisées pour le Kosovo. Vous avez été également magistrat de liaison aux États-Unis entre 2012 et 2015 et à ce titre, vous étiez en liaison notamment pour la collecte, je crois, de preuves numériques avec les GAFAM, ces grands groupes du numérique. Et on va d'ailleurs beaucoup parler de ça, de la numérisation de la preuve, mais des preuves numériques. Et je précise également que vous êtes le candidat de la France pour une élection qui va se tenir en décembre de cette année, élection pour nommer les prochains, ou élire plutôt les prochains juges à la Cour pénale internationale. Merci. Muriel Ubeda-Sayar, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit international à l'Université de Lille, conseil également devant la Cour internationale de justice dans l'affaire opposant la République démocratique du Congo à l'Ouganda. Vous étiez notamment en charge du chef de préjudice des atteintes aux personnes. Merci d'être avec nous, Muriel. Et puis, last but not least, we're also connected live with Anna
Adamska, who is joining us from Nous sommes connectés directement avec Anna Adamska. Madame Adamska, vous êtes en Pologne, mais vous travaillez beaucoup avec l'Ukraine. Vous travaillez avec le projet de justice Pravo, qui vous emmène régulièrement en Ukraine. Vous êtes une experte internationale clé impliquée dans la réforme internationale. Ça, c'est une condition clé pour l'accession à l'Union européenne. Pourriez-vous, s'il vous plaît, commencer par nous expliquer ce que c'est que Pravo Justice et dans quel contexte vous travaillez, s'il vous plaît? Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Alors, Pravo Justice est le plus grand projet de l'Union européenne qui est en cours en Ukraine, qui soutient la réforme judiciaire de l'Ukraine. Nous travaillons à plusieurs niveaux, de la planification stratégique, la législation et le renforcement des capacités. Et notre travail s'est accéléré énormément l'an dernier, non seulement du fait de la guerre, mais aussi du fait du statut de candidature accordé à l'Ukraine. Comme cela a été dit, cette réforme est une des conditions principales à accomplir pour l'Ukraine. Donc, nous travaillons sur le terrain avec les juges, les avocats, les juristes et les législateurs pour mettre en place un système judiciaire en Ukraine. Mais nous soutenons également le judiciaire ukrainien en ces temps si difficiles où ils sont confrontés à un nombre énorme de cas de crimes de guerre qui sont apportés par le procureur aux tribunaux. C'est ce que nous faisons donc en Ukraine. Merci beaucoup, Anna. Jérémy Pellet, d'ailleurs, en parlait quand il a posé un petit peu les faits, la difficulté à rendre la justice dans un territoire où les bombes, les munitions continuent de pleuvoir, de tomber. Elle a utilisé une expression intéressante, Anna Adamska, elle dit « Our work speeded up », notre travail s'est accéléré. Comment vous réagissez, vous, par rapport à cette notion de l'accélération de la justice pénale internationale? Est-ce qu'elle vous enthousiasme? Est-ce qu'elle vous inquiète et pourquoi? La justice pénale internationale, elle a souvent été critiquée parce qu'elle arrivait trop tard et parce qu'elle était trop lente. Et là, on voit avec la situation ukrainienne qu'on est dans une situation qui est très différente. On a une justice qui arrive plus vite, qui démarre très fort, avec de nombreux acteurs sur le terrain. Alors pourquoi cette accélération? Cette accélération d'abord parce qu'on a eu un mouvement de spécialisation de la justice pénale internationale, à la fois au niveau international bien sûr, mais aussi au niveau de la justice des États. Depuis une dizaine d'années, il y a des pôles spécialisés, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, des services d'enquête spécialisés aussi dans la matière, et ces services, ils travaillent en réseau. Il y a ce qu'on appelle le réseau crimes de guerre génocide qui est dirigé par Eurojust. Et donc tous ces acteurs travaillent en fait en collaboration et ont une capacité de déploiement sur le terrain qui est beaucoup plus rapide. Mais on assiste aussi à un autre mouvement qui est un mouvement d'externalisation qui est aussi assez nouveau. Et on a toute une série d'acteurs qui sont non étatiques qui interviennent aussi sur les lieux de la guerre. Alors ces acteurs, ça peut être des ONG, ça peut être des services d'enquête privés. Vous avez Bellingcat, par exemple, qui est un service de renseignement de source ouverte. Et donc, vous avez quelque part un peu une sorte de massification de l'intervention de la société civile sur le terrain. Et évidemment, ça change la donne. Alors, est-ce qu'il faut s'en réjouir ou est-ce qu'il faut, au contraire, être un peu anxieux? Moi, je pense qu'il faut être positif d'abord, parce qu'une justice qui avance dès le début, c'est une justice qui a une plus grande capacité d'avoir des éléments de preuve et donc d'arriver à la manifestation de la vérité. Par contre, il faut aussi, malgré tout, avoir quelques, je ne dirais pas forcément quelques craintes, mais en tout cas, être vigilant. Vigilant pourquoi? Parce qu'on peut avoir un risque de compétition entre ces acteurs qui eux-mêmes voudront avoir, qui peuvent avoir un agenda personnel ou un agenda différent. Et puis on peut aussi avoir une forme de fragmentation de la justice entre ces différents acteurs qui vont rendre la justice à des temporalités différentes, dans des lieux différents. Ce qu'il faut arriver, c'est à une véritable complémentarité entre ces différents acteurs dans la réponse. Et peut-être, si vous me permettez, cette complémentarité, elle n'est pas uniquement soit internationale, soit nationale. Parce qu'on assiste dans la justice pénale internationale à un véritable équilibre entre ces différents niveaux. On peut tout à fait avoir une internationalisation des enquêtes et de la sélection de la preuve pour aller ensuite poursuivre devant des juridictions nationales. Donc là, on passe de l'international au national. Mais on peut aussi avoir l'inverse. On peut avoir des justices nationales qui travaillent dans des équipes communes d'enquête, c'est le cas par exemple en Ukraine, dans l'objectif de présenter des dossiers devant la Cour pénale internationale. Donc ça marche vraiment dans les deux sens. Internationalisation, externalisation, massification.
Votre collègue Muriel Hubeda-Sayer, je rappelle que vous êtes professeur de droit international, parlait de ces différents acteurs impliqués, notamment dans la collecte des preuves. Je sais que c'est une notion qui vous intéresse énormément. Vous en pensez quoi? L'accélération dans ce travail de collecte des preuves, c'est problématique ou en réalité c'est avantageux et pourquoi, selon vous? Alors peut-être avant d'apporter un jugement de valeur, il me semble qu'il faut rappeler que sans les preuves, la justice pénale, qu'elle soit nationale ou internationale, ne peut pas tout simplement exercer son rôle judiciaire. La preuve, c'est fondamental. C'est fondamental pour établir les responsabilités individuelles. C'est fondamental pour ne serait-ce qu'établir la matérialité des faits, finalement retracer, comme le disait Nicolas, la vérité de ce qui s'est passé. Et jusqu'à présent, c'est vrai que les contextes de crimes de grande ampleur, ce qu'on appelle les crimes de masse, pouvaient entraîner une disparition accélérée des éléments de preuve pour plusieurs raisons. Déjà parce que, comme vous le disiez, il y avait déjà la question du conflit armé qui est toujours en cours et donc les opérations militaires en elles-mêmes conduisent à la destruction des preuves, les bombardements, etc. Vous avez aussi des contextes de conflit armé où les groupes armés organisés qui contrôlent le territoire eux-mêmes volontairement font disparaître les preuves. Comme ça, ils effacent les traces des crimes. Et puis après, effectivement, il y a la question de l'après-conflit. C'est-à-dire l'État est-il en capacité, après un conflit, de mobiliser suffisamment de moyens logistiques, ressources humaines pour rassembler les éléments de preuve et les conserver. S'il ne le fait pas, comme vous le dites, le temps qui passe efface évidemment les preuves. Et puis surtout, il y a l'implication de ces différents acteurs qui peut-être n'ont pas tous les mêmes normes en matière de collecte de la preuve. Nicolas Guilloux parlait d'acteurs étatiques, non étatiques, parfois privés avec différents agendas, peut-être aussi différentes méthodes. Donc on a et l'accélération et la diversification des acteurs dans cette collecte. Ça, encore une fois, ça vous enthousiasme, ça vous inquiète ou alors c'est pas du tout comme ça qu'il faut poser la question? Moi, je pense qu'il vaut mieux trop de preuves, quitte à avoir des problèmes de traitement de la preuve, que pas assez de preuves. Je pense que, de ce point de vue-là, la situation en Ukraine est un excellent laboratoire. Le procureur, justement, a émis avec Eurojust une forme de mémorandum pour aider les ONG et autres membres de la société civile à suivre certaines règles en matière de recueil des éléments de preuve, parce qu'effectivement, pour prouver les responsabilités pénales individuelles dans des contextes de crimes de masse, il faut beaucoup de preuves, mais il faut aussi des preuves de grande qualité. L'intime conviction des juges, elle va se forger à partir de l'appréciation d'éléments de preuve qui sont crédibles, authentiques, fiables. Donc il faut évidemment que les procédés de recueil des éléments de preuve garantissent cette fiabilité, que leur conservation aussi garantisse l'intégrité. Il ne faut pas que la preuve soit altérée une fois qu'elle a été récupérée. Et c'est uniquement sur la base de preuves fiables que finalement les juges vont pouvoir décider si oui ou non l'accusé a bien commis les crimes qui lui sont reprochés, alors meurtre, viol, torture, etc., et que ces crimes sont bien constitutifs des charges pour lesquelles sa responsabilité est recherchée. Vous le disiez, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Alors, ça c'est en théorie. On va passer sur un cas concret. Anna, if I can turn to you now, Anna Adamska, I'll remind everyone that you are a key expert for the Pravo project. You're based Vous êtes experte pour le projet Pravo. Vous êtes basée en Pologne, mais vous travaillez régulièrement en Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés dans l'exercice de votre travail sur le terrain, notamment en Ukraine, où la guerre est toujours en cours? En fait, ces difficultés ont déjà été mentionnées par les autres intervenants. Donc, il y a les difficultés pour recueillir des preuves. Lorsqu'il y a une guerre en cours, cela constitue un défi de taille pour l'enquête. Et il convient également de mentionner dans le contexte de l'Ukraine que c'est l'une des guerres les mieux documentées de l'histoire. La quantité de preuves qui est documentée, qui est recueillie par les autorités étatiques, mais également par les ONG, est considérable. Et l'analyse de toutes ces preuves est extrêmement importante. Qui plus est, je souhaite souligner du point de vue d'une personne qui a travaillé en tant que juge, mais également qui travaille avec les juges ukrainiens, un défi de taille pour les juges, c'est de rester impartial lorsqu'ils entendent des affaires contre des personnes accusées qui ont commis des crimes contre l'Ukraine. Et dans ce cas-là,
c'est toute la société ukrainienne qui est impactée par ces atrocités. Et donc, c'est l'une des questions les plus difficiles à traiter. Et comme cela a déjà été dit, il est très important de garantir des normes de procès fiables et ces normes doivent être respectées également. Du déferlement de munitions sur le territoire, mais il y a aussi un déferlement d'émotions face à ce qui est en train de se produire en temps réel sous nos yeux et la nécessité de livrer, enfin dans tous les cas de procéder à une justice impartiale. C'est vraiment le mot que je retiens de l'intervention d'Anna Adamska là. Nicolas Guy, on va avancer un petit peu. En préparant cette émission, vous m'avez parlé de la technicisation de cette justice internationale et des défis liés à la fois à la numérisation des preuves, mais aussi aux preuves qui elles-mêmes sont numériques. Je pense à, vous parliez de Bellingcat, je pense à des enregistrements, des vidéos, des photos. Et alors, vous qui avez dialogué avec les grands acteurs du numérique, ceux qu'on appelle les GAFAM, vous avez été exposé à ces interactions où vous me disiez, je vous cite, quand un État se présente à un GAFAM, ben finalement c'est un acteur lambda qui prend son numéro et qui s'installe dans la file en attendant que, eh bien, on lui répond. Et vous m'avez dit, et c'est probablement visionnaire, qu'avec cette numérisation des preuves, mais aussi les preuves numériques, on va commencer à assister à l'avènement d'un phénomène que vous appelez les paradis numérique. C'est quoi un paradis numérique et pourquoi est-ce qu'on doit peut-être s'inquiéter de l'avènement de ce phénomène dans un futur très proche selon vous? Alors, paradis numérique, on n'y est peut-être pas encore, mais peut-être pourquoi on va arriver à ce risque. La justice pénale internationale, elle a d'abord énormément été fondée sur les témoignages. De Nuremberg jusqu'aux juridictions du conflit des années 90, que ce soit les Balkans ou le Rwanda, la preuve était essentiellement testimoniale, c'est-à-dire que c'était des témoins avec quelques rapports d'organisations internationales qui, en gros, étaient le cœur d'un dossier pénal. On est en train de quitter ce paradigme pour un paradigme qui va être beaucoup plus technologique. Donc on passe du testimonial au technologique. Au technologique. Donc le défi ne va plus être de protéger les témoins, d'être sûr qu'ils ne fassent pas l'objet de pression et donc qu'ils disent la vérité. Le défi, ça va être d'authentifier la preuve numérique. Authentifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle date, quel lieu, est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est un faux? Alors, ce n'est pas un problème qui est totalement nouveau. Les faux écrits, ça existe depuis l'Antiquité. Mais là, on va arriver à quelque chose qui va être à une échelle énorme, dans lequel, en fait, il va falloir aller à la source de l'information pour vérifier son authenticité. Alors, pour aller à la source de l'information, il faut dialoguer avec ces grands acteurs du numérique, qui sont essentiellement, pour l'instant, sur la côte ouest des États-Unis. Qui entreposent la data. Exactement. Qui stockent toutes ces données. Et on peut avoir accès soit avec une commission international, l'autorisation d'un juge américain, soit avec un dialogue en direct avec ces sociétés. Mais ces sociétés, elles vont utiliser toute une série de règles qui ne dépendent même pas du droit fédéral américain, mais qui dépendent du droit des États américains dans lesquels elles sont, essentiellement la Californie et l'État de Washington. Et ces règles, elles sont assez protectrices de ces grandes compagnies. Et le résultat est qu'en fait, on passe d'un système où la preuve pénale est autorisée par le juge à un système où la preuve pénale dépend des conditions d'utilisation de ces compagnies avec leurs utilisateurs. Donc en gros, on passe d'un système public avec des juges pénaux à un système privé avec du droit des contrats. Et ça change extrêmement la donne parce qu'à l'avenir, si on poursuit le raisonnement, on peut tout à fait imaginer que ces sociétés se domicilient dans des juridictions qui soient extrêmement défavorables à la coopération internationale, exactement comme en matière fiscale, et des paradis numériques qui refuseront de coopérer et qui refuseront de dire si telle ou telle vidéo est vraie, elle a été filmée à cet endroit-là, elle est à cette date-là. Et on peut même imaginer aller plus loin parce qu'il n'y a pas que la question de ces GAFAM. À l'avenir, il y aura aussi toutes les questions des compagnies satellites. Parce qu'on voit déjà aujourd'hui Starlink qui est au-dessus de l'Ukraine, mais ces compagnies vont à l'avenir... La compagnie d'Elon Musk. Exactement, elles vont avoir de plus en plus de données et du coup, la question de leur coopération sera clé pour les enquêtes. Et quand on sait que ces compagnies peuvent avoir énormément d'activités économiques dans des pays qui ne sont pas forcément adhérents au statut de Rome, eh bien, on peut déjà imaginer les problèmes du futur. Muriel Hubeda-Seher, je vous vois réagir. Non, parce qu'on en parlait tout à l'heure avant l'émission. Ça pose non seulement le problème, comme le dit Nicolas, de l'accès à la preuve via ces paradis numériques, mais ça pose aussi après la question de la compréhension de la preuve qui est apportée au niveau de l'évaluation de sa fiabilité, de son authenticité et la question des limites des juges dans la compréhension et donc du coup le recours aux experts. Et ça c'est quelque chose, je crois, qui est aujourd'hui un débat qu'on devrait, nous les juristes, saisir à bras-le-corps, c'est-à-dire jusqu'à quel point les juges vont devoir dépendre de plus en plus d'experts en intelligence artificielle, en numérique en général, et donc
donc, quelle sera leur intime conviction par rapport à la parole de l'expert? On a une reconfiguration en fait de la justice pénale via effectivement ces preuves numériques. Tout à fait, la numérisation. On a une très belle question que je vous adresse, Nicolas Guillou, en provenance d'un internaute. Comment pouvons-nous internationaliser ces enquêtes sans rentrer en collision avec la justice nationale ou les justices nationales? Comment est-ce qu'on fait? La clé, c'est la coordination. La clé, c'est vraiment la complémentarité entre les deux, c'est de ne pas doubler. Coordination is key. We don't want to redouble our efforts. We want to determine who does what. In the Rome Statutes, we've got this principle of complementarity. The underlying idea is that for gravest crimes, just to remind you, there's only 123 countries that are in the ICC, so the whole area of the international community does not recognize this text. But we do see that there are several levels of answer. The ICC for the most serious crimes, and for a series of intermediary crimes and responsibility, we need legal jurisdictions. We can also have internationalized justice with hybrid courts, and we can also have national courts with the support of international donors. The support can be in the construction of hearing rooms, digital tools, and also in training of judges and lawyers. So we see there's a lot of space for many models to exist together. There's no contradiction. There needs to be complementarity, but this complementarity must be organized and discussed. Ce dialogue parfois, mais aussi un autre dilemme, celui paix-justice. On a quand même un exemple là d'actualité brûlante avec l'émission d'un mandat d'arrêt international. Jérémy Pellet en parlait contre Vladimir Poutine, chef de l'État russe, mais aussi la commissaire aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova. Selon vous, l'émission de ce mandat, alors que le conflit est en cours et qu'il va peut-être falloir dialoguer avec le chef de l'État russe, négocier peut-être, est-ce que c'est contre-productif ou est-ce que c'est bienvenu ou est-ce que c'est deux questions, deux mondes séparés, celui de la négociation, celui de la justice? En fait, je crois que c'est comme souvent dans la vie un problème de regard. D'où est-ce qu'on porte le regard? Pour savoir si c'est contre-productif, il faut savoir quel est l'effet recherché par Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale. Le procureur a estimé, au regard des éléments de preuve pour l'instant recueillis, qu'il y avait des raisons raisonnables de croire que Vladimir Poutine et sa commissaire aux droits de l'enfant avaient commis des crimes de guerre. Donc, si on considère le principe de priorité des poursuites, qui veut que normalement le procureur de la Cour pénale internationale s'intéresse aux plus hauts responsables, ce qui, selon moi, constitue complètement la raison d'être de la Cour, puisqu'en fait, la Cour, elle a quand même été créée à la base pour pouvoir poursuivre justement les grands décideurs des crimes, pas forcément les simples exécutants, mais ceux qui conçoivent le crime de masse. Donc, au regard de ce principe de priorité des poursuites, si les éléments de preuve sont recueillis, il me semble que Karim Khan fait son travail, si je peux le dire assez simplement. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'émission du mandat d'arrêt ne va pas avoir d'effet pervers sur le processus qui est en cours, c'est-à-dire conflit armé et pacification possible. Alors justement, on va poser cette question à Anna Adamska. Anna Adamska, what do you think about what your colleague Muriel Ubedasaya was saying? Adamska, que pensez-vous de ce qu'a dit votre collègue? Pensez-vous que cela pourrait avoir des conséquences négatives, être contre-productif, ou pensez-vous qu'il y a une question de temps? Eh bien, je pense que j'ai une perspective un peu différente. Je pense que le procureur de la CPI avait récupéré suffisamment de preuves pour pouvoir lancer cette procédure spécifique contre Vladimir Poutine et la commissaire aux droits de l'enfant. J'espère que ce mandat d'arrêt sera comme une ligne rouge que l'on n'osera plus dépasser, que M. Poutine et ses soutiens commenceront à penser aux conséquences potentielles qui ne sont pas aussi abstraites que ce que l'on aurait pu penser au tout début. C'est mon point de vue là-dessus. Merci beaucoup, Anna. Encore une fois, le calendrier, là, est-ce que vous voyez cela comme étant une bonne chose ou alors ce n'est pas dans ces termes-là qu'il faut poser la question? Votre regard sur cette interrogation, ce dilemme toujours paix-justice? Ce dilemme paix et justice, il n'est pas nouveau. Et ce dilemme, on va l'avoir de plus en plus à fur et à mesure que la justice pénale internationale s'accélère. La question qui est posée, en fait, c'est est-ce qu'on peut avoir la justice alors qu'un conflit n'est pas terminé?
Moi, je pense que toutes les perspectives sont bonnes. Tout ce qui a été indiqué est vrai. S'il y a des éléments de preuve qui sont suffisants, le mandat d'arrêt est justifié en droit. Mais après, il peut toujours avoir un impact sur les négociations. Donc, il y aura toujours un délicat équilibre à faire entre les deux. Je pense que là, ce sera toujours la question qui sera posée pour l'avenir pour la justice pénale internationale. La question de la temporalité sera, à mon avis, toujours largement débattue, parce qu'on est en face d'intérêts contradictoires, l'intérêt de la justice et l'intérêt de la paix. Muriel Hubert-Dassayar, sur ce délicat équilibre, pour reprendre le mot de Nicolas Guillou, une réaction? Il me semble peut-être que, outre la question du moment, qui est effectivement fondamentale, selon moi, il n'y a pas de dilemme paix-justice. Il y a juste la paix et la justice. Est-ce qu'on va pouvoir négocier, dialoguer? Il faudra discuter avec quelqu'un La qui a paix et un la mandat d'arrêt justice se international consolident contre lui. toujours mutuellement. La question, c'est dans quelle temporalité elles s'inscrivent respectivement. Et là, effectivement, le mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, c'est inédit par rapport aux anciens chefs d'État qui ont été poursuivis par la Cour pénale internationale, par le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, etc. C'est inédit, selon moi, en termes de rapport entre l'exercice du rôle judiciaire et le pouvoir. C'est quand même, je pense, la première fois dans l'histoire du droit international pénal qu'on a un chef d'État en exercice d'un État membre permanent du Conseil de sécurité, dans un conflit en cours où on n'est pas dans une relation... pas parti au statut de Rome. Pas parti au statut de Rome, bien sûr, État tiers. Dans un conflit en cours où on n'est pas encore dans une relation vainqueur-vaincu, où on ne connaît pas l'issue du conflit, avec une condamnation de la communauté internationale qui n'est pas unanime. C'est-à-dire qu'on a eu des cas, comme par exemple Mouammar Kadhafi, où on avait effectivement un chef d'État en exercice, mais on avait une condamnation de la communauté internationale large, avec une implication du Conseil de sécurité. On a eu des cas avec des chefs d'État déchus, Laurent Gbagbo, ou des chefs d'État en passe d'être déchus, Slobodan Milosevic. Là, ça n'est pas cette configuration. Et on voit bien comment ce mandat d'arrêt, aujourd'hui, cristallise de nouveau les oppositions et les tensions, Chine, États-Unis, etc. Il nous reste malheureusement très peu de temps. Anna, can I go to you for your final thoughts, if you will, on this at the outset? Anna, s'il vous plaît, vos dernières pensées sur ce que nous avons pu dire aujourd'hui. Je voulais vous dire que la justice doit être faite, mais elle doit être vue, être faite. Quand il s'agit de responsabilité pour les atrocités, pour les crimes de guerre qui ont été commis en Ukraine, je pense qu'il faut du temps. On ne peut pas s'attendre à ce que ce soit un processus rapide ou lent. Ce qu'il faut souligner, c'est que l'Ukraine est confrontée à des difficultés extrêmes dans le contexte de la guerre, mais aussi la gestion des crimes de guerre qui sont actuellement en train d'être commis sur son territoire. Et le soutien de l'Union européenne, de la France et d'autres pays est très important. Merci beaucoup, Anna Adamska, de vous être jointe à nous depuis la Pologne. Un petit mot de conclusion. Justice internationale qui ne fait jamais l'unanimité, mais qui est nécessaire. Comme on ne sait pas, j'espère que ce mandat d'arrêt aura la vertu de rappeler les valeurs fondamentales de l'État de droit et que ça s'impose dans l'actuelle restructuration des relations internationales. Nicolas Guillou, un mot de conclusion de votre part. Je sais que j'ai entendu tout à l'heure l'expression « justice des vainqueurs ». Je sais qu'elle vous horripile. Vous trouvez c'est un oxymore. Il n'y a pas de justice des vainqueurs, vous m'expliquiez. Je pense que l'objectif, c'est une justice universelle. Et c'est toujours cette tension qu'on a entre l'effectivité d'une justice qui avance et qui soit vraiment, on va dire, qui ait un sens pour les victimes, et puis aussi cette exigence d'universalité, donc d'avoir le plus d'États, le plus d'acteurs de la société civile qui soient derrière ces juridictions pénales internationales. Et c'est cette tension entre les deux qu'il faut réussir à résoudre, et c'est certainement le défi pour les années à venir pour ces mandats d'arrêt. Merci à vous trois. Thank you so much, Anna Adamska, for having joined us live from Poland. Oui, Madame Adamska, merci beaucoup de vous être jointe à nous. Vous êtes une experte clé de la justice internationale.
ou sous l'égide de l'expertise France Culture Bien Express. Le droit international à l'Université de Lille et pas seulement. Et puis merci à vous aussi, Nicolas Guilloux. Je rappelle que vous êtes le candidat de la France pour un poste de juge à la Cour pénale internationale. Verdict des urnes en décembre 2023, donc bonne chance à vous. On va très rapidement retrouver nos autres experts et nos autres expertes pour une deuxième table ronde. Mais avant cela, on va avoir une petite pastille vidéo très intéressante qui propose un regard sur l'œuvre artistique de Franck Lebovici et Julien Serroussi, qui traite justement à travers leur œuvre artistique donc de justice pénale internationale et notamment de la manière de présenter les documents dans le cadre des procédures. On regarde ça et on se retrouve tout de suite après. L'idée de départ est d'utiliser les pratiques qui ont cours dans les arts visuels, dans la poésie, dans le design, et même en chorégraphie ou en musique, comme un ensemble de boîtes à outils. Il s'agit d'augmenter le répertoire méthodologique des juges dans le traitement des preuves documentaires et testimoniales. Le procès qui a servi de test, de case study pour nous, est celui de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo à la Cour pénale internationale. Ce sont deux chefs présumés de milices, la FRPI et le FNI, qui sont accusés d'avoir attaqué le village de Bogoro en Ituri, à l'est de la RDC, en février 2003. Il s'agit du deuxième procès de la CPI. Nous avons travaillé avec Julien Serroussi uniquement à partir des éléments de preuve publics, ce qui correspond environ à 35 000 pages quand même de transcrits d'audience qui sont téléchargeables depuis le site internet de la CPI, et des centaines d'éléments de preuve documentaires. Dans un premier temps, on a traité les preuves dites testimoniales, donc les 35 000 pages de transcrits d'audience, et on en a fait un livre qu'on a appelé Bogoro, du nom du village qui a été attaqué. Le livre est aujourd'hui utilisé parfois dans des séminaires d'anthropologie ou des séminaires de droit, parce qu'en fait un livre composé de minutes de procès dans ces disciplines-là n'avait jusqu'aujourd'hui jamais été réalisé. Quand on regarde comment les juges organisent et classent les éléments de preuve pour des procès qui durent plusieurs années, on s'aperçoit que la vieille technique des classeurs à anneaux qui rassemblent des intercalaires plastiques ne permettent pas évidemment d'avoir une vision panoramique des éléments de preuve. De la même façon, faire défiler sur son écran des photos JPEG ne permet pas non plus cette vision panoramique. Alors un des premiers gestes plastiques qu'on a proposé, c'est de prendre un grand mur de 10 mètres de long, de le recouvrir de peinture magnétique et d'accrocher des feuilles A4, puisque ce sont sur des feuilles A4 que les juges impriment leurs éléments de preuve. On peut ainsi obtenir une vision panoramique très simple. Alors, comment regarde-t-on une image ? Chez les juges de la CPI, on utilise un document produit par la chambre préliminaire qui s'appelle le document de confirmation des charges et qui va lister les allégations factuelles qu'il va falloir prouver pendant les audiences. Et ces allégations factuelles servent de grille de lecture aux images. Il s'agit de savoir si oui ou non tel élément de preuve permet de corroborer ou pas telle allégation factuelle. Alors c'est une façon très particulière de voir les éléments de preuve, de regarder les images, et évidemment une même image serait vue de façon complètement différente par d'autres professions, à savoir par des historiens, par des sociologues, par des historiens de l'art, par des artistes. Ce qu'on va essayer dans l'installation Muzungu, ça va être de permettre aux juges de chausser, entre guillemets, ces visions professionnelles pour voir plus de choses au sein des images. La première chose qu'on fait, c'est de leur permettre d'encoder ces images par un système de code couleur ou de mots-clés collés sur des petites étiquettes. Et puis ensuite, on met à leur disposition des panneaux mobiles sur roulettes, eux aussi magnétiques, pour qu'ils puissent détacher quelques éléments de preuve du grand mur magnétique et les réagencer sur ces panneaux mobiles. Les enquêtes sont menées à la CPI par les parties, par le procureur et par la défense. Les juges ne mènent pas l'enquête et sont là plutôt comme arbitres. En leur permettant de faire ces agencements de travail, disons pendant leur délibération, Muzungu en fait les réinvestissent d'un certain pouvoir qu'on pourrait appeler celui d'opérer des investigations documentales.
Ils ont ainsi la possibilité d'avoir un regard panoramique sur les preuves, d'agencer les éléments de preuve par grappes, par clusters, et non plus de travailler uniquement de façon linéaire, image après image, comme dans un classeur ou comme dans un chemin de fer éditorial. Une vision panoramique de la preuve dans l'œuvre de Franck Lebovici et Julien Serroussi. Merci encore d'être parmi nous pour ce numéro spécial de l'expertise consacrée à trois notions, guerre, justice et paix. On va très largement en parler avec nos expertes et nos experts qui nous ont rejoints ici en plateau dans cette maison, celle d'Expertise France. Avant cela, je vous rappelle que vous pouvez nous adresser vos questions, vos remarques au travers du chat, de l'interface. N'hésitez pas à le faire. Allez, tout de suite, notre deuxième table ronde consacrée à la justice transitionnelle, un outil complémentaire de réconciliation. Pour en parler, j'ai le plaisir et l'avantage d'accueillir Shoshana Levy. Bonjour. Vous êtes avocate spécialisée en droit pénal international et humanitaire. Vous serez prochainement déployée auprès de la mission des Nations Unies en Colombie, où vous officierez en tant qu'experte en justice transitionnelle. Je précise que vous vous exprimez ici à titre personnel individuel et non au nom des Nations Unies. Maria Isabel Cubides, vous êtes d'origine colombienne. La Colombie, c'est un pays que vous connaissez vous aussi bien. Vous faites partie de l'association des juristes franco-colombiens. Vous êtes experte sur les questions entreprises et droits humains. Vous vous êtes penchée notamment sur la question, je crois, des restitutions de terres pour les victimes de déplacements forcés. Merci. On est également en direct avec vous, Didier Gberi, depuis la Gambie, où vous êtes chef du bureau de l'ICTJ, l'International Center for Transitional Justice. Vous étiez précédemment en Côte d'Ivoire en tant qu'expert sur les questions de participation des jeunes et sur les questions de genre dans le cadre de la justice transitionnelle. Merci beaucoup Didier Gberi d'être en direct avec nous. Et puis Olivier Beauvalet, vous, c'est depuis Bangui, dans la République capitale de la République centrafricaine, la Centrafrique, où vous vous trouvez, que vous nous rejoignez. Vous y officiez en tant que magistrat à la chambre d'appel de la Cour pénale spéciale à Bangui. Donc, vous exercez des fonctions donc juridictionnelles internationales depuis 2011. Vous êtes d'ailleurs également juge aux chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. Merci Olivier Beauvalet d'être avec nous. Shoshana Levy, je me tourne d'abord vers vous pour que vous nous proposiez peut-être une définition de cette notion que tout le monde ne connaît pas forcément, celle de justice transitionnelle. C'est quoi la justice transitionnelle ? La justice transitionnelle, c'est un concept relativement récent et c'est une justice au sens plus large que la justice judiciaire qu'on connaît, puisqu'elle embrasse l'ensemble des mécanismes judiciaires mais aussi extrajudiciaires qui visent à reconstruire une société qui a été victime de graves et nombreuses violations des droits humains, et ce dans le cadre d'une transition vers la paix, d'une transition vers la démocratie. Alors cette justice transitionnelle, elle repose sur plusieurs champs d'action. Le premier, un des plus importants, c'est la recherche de la vérité. La vérité sur les crimes commis, sur la violence qui a été commise au cours de conflits armés, de la dictature, et ce, souvent parce que les crimes ont été commis par l'État. Donc il y a eu une véritable omerta, et c'est souvent des commissions de vérité qui vont venir faire la lumière sur ces crimes. Un autre champ d'action, c'est l'établissement des responsabilités pénales. Aujourd'hui, cet établissement des responsabilités pénales est obligatoire puisqu'il est rendu obligatoire par le droit international pénal, et on est obligé de poursuivre les auteurs de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Olivier Beauvalet, pardon, je vous ai interrompu, vous aviez terminé. Il y a, rapidement, la conversation va se poursuivre. Je voulais juste me tourner vers Olivier Beauvalet. Je vous cite, en préparant cette émission, vous m'avez dit que la justice transitionnelle est, et encore une fois je vous cite, un véhicule de l'idéal démocratique. Vous pouvez nous expliquer cela ? Oui, ce qui me semble, c'est qu'en effet, la justice est complexifiée, c'est-à-dire que, disons qu'après la chute du mur pendant une dizaine d'années, le rôle des juges dans les tribunaux internationaux s'est limité à l'appréciation des faits et l'imposition d'une sanction.
Ce qui est apparu dans cette dizaine d'années entre la fin des années, les années 90 et la fin des années 90, c'est que ces magistrats se sont rendus assez vite compte des effets que les sanctions induisaient sur le terrain, en particulier en termes d'alternance politique. Avec le temps et à la fin des années 90, début des années 2000, on a justement admis deux choses. Premièrement, c'est que la transition n'était pas seulement réalisée par les décisions judiciaires. En tout cas, il fallait poser des conditions très nettement. Et il ne suffit pas simplement de viser les élites dirigeantes. On arrive donc à un mécanisme qui devient plus complexe dans ses missions, dans ses institutions, qui va faire, on l'a entendu, une place plus importante aux victimes. Moi, ce qui me semble très, très important, c'est de dire que finalement, la justice transitionnelle, ça devient un synonyme de politique judiciaire de réconciliation, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on dépasse largement la sanction, on prend des aspects, je dirais, non seulement de réconciliation, mais de reconstruction des sociétés. Et au final, si je puis dire, les valeurs morales, politiques qui sous-tendent cette justice transitionnelle, la diversité des acteurs aussi, il n'y a pas seulement des magistrats, et puis la propension universelle, c'est-à-dire l'espèce de générosité de la justice transitionnelle vers des terrains qui sont confrontés à des formes très hostiles, c'est un petit peu, si je puis dire, la marque d'une certaine façon de traiter les gens, c'est-à-dire que c'est la marque de l'état de droit en quelque sorte. Or, ça a l'air très très simple de le dire ça, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est important d'avoir conscience de cette posture de l'ouverture vers l'état de droit, c'est-à-dire, et c'est en cela que c'est un aspect très démocratique. C'est aussi en ça que l'état de droit connaît, et la justice transitionnelle connaît un certain nombre de résistances. Mais de mon point de vue, en particulier de juge sur le terrain, il me semble que c'est justement là qu'on suscite l'adhésion des populations locales. Alors, on va en parler de ces résistances, mais avant cela, j'aimerais faire réagir Maria Isabel sur cette idée de dépasser la sanction pour avancer vers la reconstruction. Quand on s'est parlé pour préparer cette émission, vous avez eu une expression très très forte. Vous m'avez expliqué que la justice transitionnelle, selon vous, elle doit également servir à avancer vers la reconstruction de ce que vous appelez un projet de vie. Et vous m'avez dit que cette justice transitionnelle, elle doit permettre à des individus de rebâtir un projet de vie, mais pas seulement, à une nation aussi de rebâtir un projet de vie, j'ai envie de dire, national, social, à une échelle bien plus large qu'à l'échelle individuelle. En effet, c'est l'objectif très ambitieux qui se fixe les premières lois de justice transitionnelle en Colombie dictées en 2005 et 2011, et notamment la loi où est consacrée la restitution des terres, incarne ces concepts de projet de vie. Elle resignifie le rôle des victimes dans le processus parce que c'est elles qui vont permettre cette transformation. Et pour que cette transformation soit possible, il faut une réparation intégrale qui demande, comme le disait Shoshana, aller au-delà du judiciaire, impliquer une dimension administrative et de suivi pour que, et ici on parle de victimes des déplacements forcés, qu'elles reprennent et regagnent leurs terres non seulement en termes matériels et juridiques, mais aussi réels. Et cela demande des mesures d'éducation, des ressources pour établir des projets économiques, une récréation du lien, et donc l'importance de passer d'une dimension individuelle à une dimension collective de la réparation pour que cet objectif de transformation puisse avoir une réconciliation au niveau de la communauté, de l'individu, et progressivement, dans l'idéal, mener à cette reconstruction d'un nouveau projet de nation après les conflits. Après, tout ça a lieu au sein et alors que le conflit est encore vivant. Donc la nécessité d'une approche multidimensionnelle dans plein de champs différents. Juste pour qu'on comprenne bien le contexte dans lequel cette justice transitionnelle se déroule parfois. Didier Gberi, je me tourne vers vous. Vous êtes en direct avec nous, je le rappelle, depuis la Gambie, où vous êtes le patron, le chef du bureau de l'International Center for Transitional Justice. Juste pour qu'on comprenne bien le genre de contexte, encore une fois, où s'opère cette justice transitionnelle, est-ce que vous pouvez, pour celles et ceux qui ne connaissent pas nécessairement l'histoire récente de la Gambie, parler du contexte dans lequel vous travaillez, à savoir un pays qui est sorti relativement récemment d'une dictature véritablement sanguinaire, celle de Yahya Jammeh, je crois. Oui, tout à fait. Merci Gallagher. En effet, comme mes prédécesseurs l'ont indiqué, la justice transitionnelle s'inscrit en général dans un contexte soit post-conflit ou post-dictatorial. Dans le cas de la Gambie, c'est une dictature qui a duré 22 ans
qui s'est achevé en 2017, donc avec la défaite électorale de l'ancien président Yahya Jammeh et son départ en exil. Donc, pour la petite histoire, Yahya Jammeh a pris le pouvoir en 1994 après un coup d'État. Et très vite, la junte qui l'a conduit a donc imposé ce régime dictatorial à la population, donc avec une répression systématique et systémique durant laquelle il a eu recours aux forces de sécurité. Il a même mis en place, il a même créé un escadron de la mort avec le nom dont les membres sont appelés The Junglers. Comprenez par là les hommes de la jungle, juste pour vous indiquer un peu la violence et la cruauté avec laquelle dont il pouvait faire preuve. Et donc, ce régime a été marqué par une répression systématique des manifestations, une répression de la presse, une répression de l'opposition et de toute dissidence, et avec donc des exécutions sommaires, des arrestations arbitraires, des actes de torture et également des viols. Et même l'ancien président Yahya Jammeh a lui-même accusé d'avoir commis des viols à l'égard de jeunes filles. Mais en plus de ces violences physiques, il y avait aussi la corruption qui a fortement marqué aussi ce régime, avec notamment des détournements de deniers publics et une mainmise sur la banque centrale du pays. Et jusqu'aujourd'hui, les conséquences de ces violations se ressentent. Les victimes continuent d'en souffrir, elles sont toujours à la demande de réparation, mais aussi le pays fait partie des pays les plus pauvres au monde. Et donc, à la fin des élections de 2016, après la défaite, donc, le nouveau gouvernement s'est inscrit donc, dans un programme de justice transitionnelle avec la création d'institutions, dont la TRRC, la Commission Vérité, Réparation et Réconciliation, qui a rendu son rapport en novembre 2021. Et dans ce rapport, cette commission a en fait recommandé des poursuites pénales à l'encontre de l'ancien président. Et elle a aussi identifié un peu plus d'1 millier de victimes, y compris, je crois, 250 personnes tuées pour un pays qui compte seulement à peu près 2 millions d'habitants. Je pense que c'est un nombre important. Merci Didier Gberi. On l'entend, Monsieur Olivier Beauvalet, je rappelle que vous êtes magistrat à la chambre d'appel spéciale du tribunal pénal de Bangui, la capitale de la République centrafricaine. On l'entend dans les propos de Didier Gberi, qui lui est en Gambie, que dans le cadre de cette justice transitionnelle, la question brûlante, une des questions brûlantes en tous les cas, c'est celle de la réintégration de condamnés qui parfois ont commis des exactions absolument atroces. Vous m'avez parlé, et je vous cite, du rétablissement d'un équilibre entre un condamné et une victime de son crime, et de la question qui se pose en creux, à savoir celle, me disiez-vous, de la peine. Oui, alors en fait, la réintégration des condamnés pour crimes contre l'humanité, ça pose la question de la réprobation du crime, c'est-à-dire de l'horreur ou de la valeur que l'on accorde au crime après l'exécution de la peine. Alors, on arrive évidemment là tout à la fin du processus de justice transitionnelle, et peut-être que d'une certaine manière, c'est l'aboutissement. Pourquoi? Parce que les hommes qui sont l'objet de ces condamnations, les hommes ou les femmes d'ailleurs, qui sont l'objet de ces condamnations sont devenus infâmes, si je puis dire, littéralement, c'est-à-dire ils ont été flétris par les lois. Et on se souvient tous de nos cours de droit pénal et des peines infamantes. Là, on est vraiment devant une condamnation qui porte une réprobation probablement durable, y compris après avoir purgé sa peine. D'un point de vue juridique, pourtant, la réintégration, elle ne pose pas vraiment de difficultés, c'est une perspective envisageable. La justice pénale internationale, quand elle est soutenue par l'ONU, quand elle est soutenue par l'UE ou par des États structurés autour de l'État de droit, envisage un retour et une fin de peine. La Cour pénale internationale exclut bien sûr la peine de mort et fait de la peine de réclusion criminelle à perpétuité qu'une peine très exceptionnelle. Autrement dit, il y a forcément, en principe, un retour dans la société. Cependant, d'un point de vue social, si je puis dire, la décision de libération conditionnelle, ça ne suffit pas.
ça ne suffit pas à réintégrer, ça ne suffit pas à bénéficier de la réintégration. Bien sûr, le bannissement n'existe plus dans nos sociétés, mais ça ne signifie pas que la société est tenue de recevoir celui qui l'a si violemment heurté. Et si l'on a à l'esprit la situation des quelques individus qui ont été soit acquittés, soit qui ont purgé leur peine prononcée par le TPIR, et qui restent bloqués dans une situation qui est tout à fait difficile et juridiquement incertaine. C'est-à-dire que ces individus-là ne sont pas apatrides, mais ils vivent quand même dans une zone qui est, si je puis dire, un vide juridique. Donc la réintégration de ces gens-là, on voit bien qu'elle est compliquée, et on voit bien les troubles que peuvent susciter le retour de telle ou telle personne, tel ou tel criminel de guerre, dans leur pays, et on voit bien l'écho parfois d'hostilité que ça procure. Alors, je voudrais juste te dire qu'il me semble que, en fait, la question de la réintégration, c'est à la fois le cœur de la justice transitionnelle, mais c'est aussi la part d'ombre, dans la mesure où la réintégration, elle n'est jamais acquise. Et peut-être que elle est toujours conditionnée, et que, à mon avis, certaines conditions de retour dans la société initiale, si je puis dire, c'est la reconnaissance des faits, la reconnaissance de sa responsabilité individuelle, l'acceptation de sa peine. Tout à fait. Et voir la demande de pardon qui peut être audible, recevable ou pas, qui peut être accordée ou pas. Et on voit bien en fait que certains condamnés même sont tellement affligés par leurs crimes eux-mêmes qu'ils ne vont pas formuler de demande de libération conditionnelle et acceptent, puisque la société s'est recomposée sans eux, leur sort et de purger leur peine définitivement. Merci, Monsieur Beauvalet, pour la clarté de cette réponse. Shoshana Levy, je me tourne vers vous avec une question très intéressante d'un internaute. Si vous n'avez pas la réponse, parce qu'elle est complexe, on va la soumettre peut-être à d'autres membres du panel. On a Abdoulaye Ndao qui nous pose la question suivante. Bonjour. À ce que je sache, la justice transitionnelle, nous écrit Abdoulaye, ne peut pas faire annuler la saisine de la CPI, et j'en veux pour preuve l'affaire Joseph Rao Kony. Que pouvez-vous nous donner comme explication sur ces deux mécanismes ? Alors, est-ce que la justice transitionnelle peut annuler, entre guillemets, l'action de la Cour pénale internationale ? Est-ce qu'il y a une sorte de compétition, concurrence ou non-complémentarité ? La Cour pénale internationale est complémentaire des juridictions nationales, c'est-à-dire qu'elle laisse aux États la souveraineté de juger des auteurs de leurs crimes qui sont sur leur territoire, et c'est en cas de déficit de cette justice qu'elle va intervenir. Et c'est précisément en Colombie que la Cour pénale internationale, face à la juridiction spéciale pour la paix, donc ce tribunal transitoire qui a été créé en 2016 pour connaître des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, que la Cour pénale internationale a décidé de fermer son examen préliminaire et donc de se retirer de la situation colombienne, estimant que le travail de la juridiction spéciale pour la paix était suffisant. Maria Isabel, tout à l'heure, vous avez parlé de l'importance de la reconstruction d'un projet de vie, et vous parliez de l'importance que l'on doit accorder à l'écoute de la victime. C'est vraiment, je pense, si j'ai bien compris cette notion de justice transitionnelle, un élément central, c'est-à-dire la prise en considération de la parole de la victime, c'est ça ? Oui, c'est ce qui apporte la dimension transformatrice, puisque, par exemple, si on part du cas de la Colombie, c'est ces instruments de justice transitionnelle qui viennent d'abord, par les langages, initier cette transformation en reconnaissant l'existence du conflit. Oui. Dès là, la reconnaissance d'une nécessité d'une réconciliation et la place de la victime au sein de cette transformation. Et donc, quel et comment est le rôle de la victime dans la transformation ? Elle est non pas un rôle passif, mais un rôle actif, puisque la loi vise à lui redonner la parole politique, à rouvrir des places géographiques, puisqu'on lui redonne la terre dans le cas de la Colombie, mais aussi politique, transformer un discours politique qui était fermé, la scène politique qui était fermée à un nombre de voix, et redonner de la place à des mouvements sociaux. C'est ce qui se passe en Colombie, mais on voit que les conflits n'est pas fini, puisque la répression très, très violente actuellement, alors que les accords de paix ont été signés contre les défenseurs des droits, montre les grands défis qu'apporte la justice transitionnelle. Alors,
Je crois, on m'a dit qu'il reste très peu de minutes. Je n'ai pas entendu combien de minutes il nous reste, mais il nous reste assez peu de temps. Didier Gberi, on a entendu Maria Isabel parler de l'importance de prendre en considération, d'entendre la parole des victimes. La situation en Gambie, là où vous vous trouvez, est particulière. Vous y avez fait référence dans votre première réponse. Il y a une parole qui était très difficile, me semble-t-il, à recueillir, c'est celle des femmes victimes. Est-ce que vous pouvez nous parler à la fois des stratégies qui ont été mises en place pour encourager ces femmes à témoigner et peut-être du rôle des ONG ou en tous les cas que certaines ONG ont pu jouer dans cet exercice extrêmement délicat, celui du recueil de ces paroles? Oui, en effet, la participation des femmes au processus de justice transitionnelle en Gambie, je dirais dans la plupart des pays qui ont mis en œuvre cette approche, est l'un des défis majeurs. Et dans le cas de la Gambie, ce défi a été en fait renforcé par le caractère patriarcal de la société gambienne, avec une culture de silence assez répandue où les femmes n'ont pas l'habitude de s'exprimer. Et elles aussi, elles devaient faire face quand même à des risques de stigmatisation. Et cela a été renforcé par l'approche utilisée par la commission de vérité, qui était fondée sur des audiences publiques. Ce qui est bien puisque ça permet en fait de donner un visage à l'expérience des victimes. Mais ça représentait un défi parce que les femmes ne se sentaient pas suffisamment en sécurité en venant participer à ces audiences publiques. Et le risque que cela pouvait faire encourir, c'était qu'en fait, l'expérience des femmes ne soit pas suffisamment couverte et que ce soit une opportunité manquée pour justement adresser les causes profondes des violences faites aux femmes dans une société patriarcale. Parce que même s'il y a eu beaucoup de violences qui ont été commises durant la dictature, il faut reconnaître aussi que le caractère patriarcal est aussi à la base de ces violations des droits de l'homme, donc des droits des femmes, je veux dire. Donc, recueillir les expériences des femmes peut donc permettre de pouvoir analyser ces causes et puis faire des recommandations pour justement améliorer la situation des femmes et constituer cette société égalitaire. Je veux bien ici reprendre l'expression de ma consoeur dans l'idée de construire un projet de vie communautaire. Alors, pour y arriver, l'approche qu'on a utilisée a été une approche de participation sécurisée. Donc, il s'est agi pour nous de créer des espaces sécurisés pour ces femmes. Donc, au cours de consultations qui ont réuni que des femmes, donc on a créé un espace où elles pouvaient s'exprimer ouvertement. Mais aussi, il a fallu les former sur leurs droits, parce que beaucoup de ces femmes, les violations qu'elles avaient subies pour elles étaient des faits de la vie ordinaire. Donc, il fallait leur faire comprendre qu'en fait, c'est des violations des droits de l'homme et qu'elles ont le droit de porter plainte. Et par la suite, on a aussi fait la sensibilisation donc, sur le processus de justice transitionnelle et pourquoi c'est important qu'elles puissent y prendre part justement pour garantir un avenir plus sécurisé pour leurs enfants. Et en parallèle, nous avons aussi travaillé donc, avec la commission de vérité elle-même en l'encourageant justement à coordonner des actions avec les organisations de la société civile, notamment les ONG féminines, mais aussi à améliorer sa communication, notamment parce que la participation des femmes ne se limitait pas aux audiences publiques, il y avait aussi la possibilité pour elles de participer en donnant leur déposition, en partageant leur expérience à la suite d'une interview avec des spécialistes. Ouais. Mais... Voilà donc l'approche qu'on a utilisée. Merci Didier Gberi donc de l'importance de l'inclusion de ces victimes, que ce soit des personnes jeunes, des adolescents ou de jeunes adultes qui vont évidemment participer à la construction de l'avenir d'un pays en pleine transition, mais aussi de ces femmes, effectivement, comme vous le disiez très bien, Monsieur Gberi, en leur expliquant que c'est pour leur protection, mais aussi afin de protéger leurs enfants, leurs filles. Shoshana Levy, je me tourne vers vous. On a une question très intéressante d'un ou d'une internaute, Diana Pulido Rodriguez, qui nous dit, dans le cas colombien,
Peut-on parler d'un véritable pas vers la réconciliation alors même que certains des responsables des crimes qui ont été commis font encore partie des grandes sphères de l'État? Cet aspect peut être pris comme une faiblesse de la justice transitionnelle. Vous en pensez quoi? C'est difficile, non, de faire de la justice, alors qu'effectivement, vous avez des acteurs politiques majeurs qui sont dans le champ politique et dont vous savez, vous, en tant que victime, qu'elles ont participé aux crimes que vous avez subis. Alors, c'est certain que c'est un grand défi de la justice transitionnelle, et je vais rebondir sur la première table qui parlait de la temporalité. Oui. Quand les acteurs qui ont commis les crimes sont encore au pouvoir, la justice transitionnelle peut n'être qu'une mascarade et le manque de volonté politique va se voir directement. Je pense qu'en Colombie, il est vrai qu'il y a encore des acteurs politiques qui ont du pouvoir, mais ce qui se passe à la juridiction spéciale pour la paix, ça implique les FARC, la guérilla des FARC, l'acteur armé le plus important avec le plus grand nombre d'hommes armés et de femmes armées, et puis qui a duré pendant 50 ans, et puis les militaires colombiens. Et aujourd'hui, on a des militaires colombiens dans ce cadre donc, de justice restaurative, où la place est donnée au dialogue. On a des militaires colombiens qui reconnaissent les crimes qu'ils ont commis en recevant des ordres, des crimes qu'ils ont commis au nom de l'État colombien, et ça, c'est un énorme pas. Donc, à mon sens, on ne peut pas, parce qu'il y a encore des individus au pouvoir, discréditer le travail de la REP, de la juridiction spéciale pour la paix. Oui. Au contraire, c'est une avancée historique dans 50 ans de conflit armé où on a des membres de l'armée colombienne qui reconnaissent des crimes d'État. Allez, il nous reste 4 minutes. Maria, je me tourne vers vous avec une autre question d'une internaute, Johanna Gégat, qui nous pose la question suivante. Une justice restaurative via des ateliers dédiés est-elle envisageable post-conflit, une fois les condamnations prononcées, ou serait-elle le fruit d'une utopie dans des contextes aussi complexes? Réel, utopique? Je pense un peu des deux. Le cas de la Colombie est celui où tout a été tenté, à la fois par l'État, les agences de l'État qui particulièrement ont agi parfois un peu en détachement de cet État pour pouvoir juger et pouvoir soutenir les victimes par des mécanismes assez innovatifs tels que des cartographies sociales, des projets productifs au sein de la terre pour produire des nouvelles coopératives de production des nourriture ou autre. Oui. Et la société civile aussi joue un rôle crucial. Ce n'est pas pour rien que les mouvements sociaux s'activent en Colombie en ces contextes d'ouverture du panorama politique. Et en préparant cette émission, vous m'avez parlé de l'importance de l'inclusion d'un autre acteur dont on n'a pas du tout parlé jusqu'ici. C'est le secteur privé. Les entreprises. Vous pouvez peut-être nous dire juste un mot de l'importance, et puis après on va conclure, d'inclure aussi le secteur privé dans cette réflexion. Elle n'est pas que étatique, société civile, il faut aussi penser au secteur civil qui parfois a contribué directement ou indirectement à alimenter le conflit. Oui, je pense que leur participation arrive dans deux dimensions. La première, celle de la réparation des victimes et la reconstruction de la vérité, puisque eux aussi, ils ont une partie de vérité à raconter sur comment leurs activités ont pu direct ou indirectement contribuer. Et là, en lien avec la justice transitionnelle, donc la justice spéciale pour la paix, et aussi la vérité. Deuxième élément, à travers la contribution à la réparation et en respectant les droits. Quels sont les mécanismes qu'elles vont mettre en place en termes de vigilance pour adresser les risques qui sont en cours dans un contexte de conflit lorsqu'elles s'opèrent là-bas? Maria Isabel, merci. Olivier Beauvalet, c'est vous qui avez l'honneur, le plaisir et peut-être même l'avantage de conclure cette table ronde en étant assez bref, s'il vous plaît. Bien, je pense qu'à l'issue des débats, on peut donc convenir que la justice transitionnelle, c'est une méthode large, très diverse, associant plusieurs méthodes judiciaires ou parajudiciaires, si je puis dire, une diversité d'acteurs, magistrats, société civile. Je dirais même que la justice transitionnelle est le moyen de faire apparaître une société civile post-conflit, et que ces acteurs, ces politiques sont supportés par l'état de droit, ce qui donne une direction, une prospective à la justice transitionnelle telle qu'on l'a présentée cet après-midi. Merci beaucoup. Merci à vous, Olivier Beauvalet. Je rappelle que vous êtes magistrat à la Chambre d'appel de la Cour pénale spéciale à Bangui. Merci pour toutes vos explications. Merci aussi à vous, Didier Gberi. Je rappelle que vous êtes le chef du bureau de l'International Center for Transitional Justice
en Gambie, pays depuis lequel vous vous adressiez à nous. Merci encore Didier Gberi. Merci à vous, Shoshana Levy, prochainement déployée pour une mission au nom des Nations Unies en Colombie, pays que vous connaissez bien. Maria Isabel Cubides, vous êtes juriste, membre de l'Association des juristes franco-colombiens. Merci infiniment à vous quatre pour cette conversation passionnante qu'on aurait pu continuer longtemps encore. Restez avec nous puisqu'on va tout de suite accueillir deux intervenants, deux autres experts et pas des moindres pour les mots de la conclusion. À tout de suite. Et Sébastien Morgan, Aurélia Schaaf, vous êtes conseillère justice auprès de la directrice des opérations d'expertise France. Sébastien Morgan, bonjour. Bonjour à vous aussi, Aurélia Schaaf, je ne vous ai pas dit bonjour. Sébastien Morgan, vous êtes délégué adjoint aux affaires européennes et internationales au ministère de la Justice. Aurélia Schaaf, je vais commencer par vous, si vous le voulez bien, et tout simplement vous demander quelles conclusions vous tirez de ces échanges franchement passionnant à l'issue de ces deux tables rondes, encore une fois sur justice pénale internationale, en temps et en territoire de guerre, mais aussi sur la notion de justice transitionnelle. Alors merci Gallagher. Effectivement, beaucoup de réflexions ont été ouvertes par nos experts, un vaste champ. C'est toujours difficile de résumer ce qu'on en tire. Je vais quand même essayer. Je pense qu'il y a 4 points, moi, qui me frappent. Il y a d'abord l'importance, quel que soit le processus, justice en temps de guerre, justice transitionnelle, d'assurer les conditions d'un procès équitable et le respect des droits de la défense. Parce que ce sont des conditions essentielles pour qu'ensuite le jugement qui soit rendu il soit légitime et il soit accepté. Deuxième chose que je vois, l'attention qu'on doit aussi porter aux femmes et aux enfants. On sait que le viol est une arme de guerre, que les enfants aussi sont des cibles particulières des conflits. J'en renvoie aux affaires de déportation d'enfants en Russie. On cherche à effacer l'avenir aussi d'une nation et sa mémoire. Et ce sont bien sûr des choses qu'on doit prendre en compte. Le dilemme paix et justice, ça a été évoqué. Alors dilemme, j'aime bien reprendre les termes de Muriel Hubeda-Sayar qui disait qu'en fait c'était plutôt que la paix et la justice se consolident ensemble. Et il faut sans doute avoir peut-être plutôt cette approche-là, ce cap ou cet horizon dans nos projets, de ne pas opposer ces deux processus, mais de toujours chercher à les réconcilier. Et puis enfin, du sur-mesure. Je crois qu'il faut être humble dans les possibilités qu'on peut avoir, dans l'assistance qu'on peut apporter. Chaque cas est particulier. L'histoire, la société, le système juridique sont des variables à prendre en compte. Et les besoins évoluent. Ça a été rappelé par Nicolas Guillou et Muriel Hubeda-Sayar. Au départ, c'est la collecte de la preuve, les conditions d'exploitation, de fiabilité de la preuve, la formation des acteurs. Et puis enfin, la manière dont on peut mettre en place les conditions d'un dialogue politique qui permettent à la fin la paix. Et juger le passé, préparer l'avenir, c'est un peu cette dialectique de la justice qu'on retrouve. Merci Aurélia Schaaf, conseillère justice auprès de la directrice des opérations d'expertise France. Quant à vous, Sébastien Morgan, je crois que vous souhaitiez nous dire que les échanges que nous avons eus aujourd'hui sont, me semble-t-il, totalement en phase avec certaines priorités internationales de la chancellerie. Oui, effectivement, ces échanges qui ont été très riches, très fournis, nous rappellent une chose, c'est que pour la justice, la guerre est à la fois une menace, bien entendu, mais également un révélateur. Une menace parce que la guerre compromet évidemment la justice dans son fonctionnement quotidien, mais également un révélateur parce qu'elle met à nu ou elle met en avant la demande de justice qui s'exprime. Et une demande qui s'exprime avec une acuité particulière, avec beaucoup d'émotions, vous l'avez rappelé vous-même tout à l'heure. Et cette émotion, cette demande de justice porte une exigence sur les décideurs, sur les États, les autorités. Elle est aussi source de réflexion, d'idées, et j'ai envie de dire d'inventivité également. Et je crois que tout ce qui a pu être dit sur la justice transitionnelle nous a rappelé aujourd'hui à quel point ces formes originales de justice sont toujours en travail et toujours très enrichissantes pour l'ensemble des acteurs de la justice. Alors pour nous, du point de vue du ministère de la Justice, il est certain que ces échanges nous rappellent l'importance qui s'attache à continuer justement à se mettre à l'écoute de cette demande de justice qui s'exprime en Ukraine. Et il est vrai que cette demande s'est exprimée très tôt
dans le processus de conflit. Et cela a été dit, cette accélération du temps fait partie des formes contemporaines de la justice pénale internationale. Cette demande a bousculé la présidence française de l'Union européenne, puisque la question de la lutte contre l'impunité en Ukraine s'est invitée au cœur des priorités de la France et de l'Union européenne. Elle nous a conduit avec nos partenaires à travailler en vue d'une meilleure coordination des enquêtes, à travailler pour soutenir la Cour pénale internationale. Et cela a été rappelé, la France continue à essayer de se mettre à l'écoute de cette demande de justice dans ses différents aspects. L'autre remarque ou l'autre leçon qu'on en tire porte sur, et j'en terminerai par là, sur la justice pénale internationale. C'est que ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que c'est une justice jeune qui fait l'objet de perceptions contradictoires, souvent critiques, et pour laquelle nous avons plus que jamais besoin d'un esprit de dialogue, de réflexion, d'ouverture, une ouverture à la réforme, et je crois que l'exercice auquel nous sommes prêtés aujourd'hui l'illustre parfaitement. Dialogue, réflexion et ouverture, effectivement, au cœur de ces échanges absolument passionnants autour de ces trois notions intimement liées. On l'a vu lors de ces deux tables rondes, justice, guerre, paix. Merci à nos expertes, Merci à vous, Sébastien Morgan. Merci à vous, Aurélia Schaff. C'est tout pour aujourd'hui avec ce numéro exceptionnel des rendez-vous de l'expertise. Vous étiez plusieurs centaines, 600 me dit-on, à nous suivre en direct. Vous pouvez retrouver cette émission d'ailleurs sur le site d'Expertise France et retrouver très bientôt un autre numéro des rendez-vous de l'expertise qui, celui-là, sera consacré à une autre thématique qui s'inscrit elle aussi dans une actualité brûlante, à savoir la sécurité alimentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore de nous avoir suivis et à très bientôt.